Mesdames, Messieurs, distingués invités, bonjour et bienvenue à ce panel. Ce panel qui, pour permettre aux gens de s'installer, aura lieu uniquement en anglais. Donc, si vous n'êtes pas familier avec la langue de Shakespeare, je vous invite dès maintenant à mettre votre casque d'écoute et sans plus tarder, je vais moi-même changer de langue. So it is with great pleasure that I... Donc, avec grand plaisir, je vous souhaite la bienvenue à ce panel. Vous le savez, nous allons parler de l'avenir des procès. Cet avenir est-il virtuel ou non? Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes en salle et celles qui nous suivent à distance grâce à la visioconférence. Depuis ce matin, nous parlons de l'utilisation de la technologie pour les procès, les audiences. Le panel ce matin a examiné la question du règlement en ligne des litiges qu'emploient de plus en plus souvent les tribunaux. Quelle manière les tribunaux utilisent la technologie pour favoriser l'accès à la justice pour les particuliers. Pour approfondir ce thème et envisager l'avenir du recours à la technologie pour les audiences, rendre ces audiences virtuelles, le cas échéant. Comment cela pourrait se faire? Nous avons 4 invités éminents qui m'ont permis d'être très bref en les présentant pour ne sois pas trop chronophage, mais je vous renvoie à leur biographie que vous trouverez dans votre dossier. À ma gauche, Linda Mulcahy, professeure d'études socio-juridiques, directrice du Centre Social Legal Studies à l'Université d'Oxford. À ses côtés, Anna Tsalapatanis, maîtresse de conférences en sociologie et politique sociale à l'University College London. À ma droite, professeur David Tate, professeur à l'Université de Western Sydney, coordinateur du réseau Juridiction de l'avenir. Et enfin, mais tout aussi important, Volker Schett-Gast, principal chercheur à l'Institut de recherche Fraunhofer en Autriche. Sans plus entendre, je donne la parole à Anna et à Linda. Le microphone ne fonctionne pas, malheureusement. There you go. Okay, thank you very much. Voilà, merci beaucoup. Nous aimerions parler d'un thème déjà mentionné aujourd'hui, mais pas approfondi. Ce sont les désavantages numériques se rapportant à la démocratie et l'accès à la justice, dont nous avons déjà parlé. Alors, nous avons 3 objectifs. Tout d'abord, vous présenter les projets et en tirer des conclusions, aborder aussi ce qu'on entend par ce désavantage numérique et puis les leçons que nous avons tirées de notre expérience. Et vous voyez 2 noms, mais en fait, il y avait notre collègue Emma Rounton de Oxford Brookes University qui a contribué à ce projet. Donc, j'aimerais commencer par vous présenter ce projet, soutenir la justice en ligne, mené avec le service cours et juridiction du Royaume-Uni, notre partenaire. Et à l'origine, on leur avait dit qu'ils n'avaient pas le droit d'y participer. Les juges ont pu y participer, être impliqués, car ils ont eu vent de ce que nous faisions. Alors, ils ont insisté auprès des bureaucrates pour avoir le droit d'y participer. Donc, nous avons pu tenir compte de leur point de vue et du point de vue des citoyens. Les objectifs du projet était au nombre de 5. Objectif principal, produire 5 films pour les non-initiés qui participent à une audience en ligne, et ce pendant la pandémie. On sait qu'on n'a pas eu le choix, il fallait participer à des audiences en ligne, et les personnes défavorisées ayant de faibles revenus, nous le savons, avaient de plus graves problèmes, de grosses difficultés à accéder à ces systèmes. Et nous avons convaincu le gouvernement que nous avions suffisamment d'expérience à la matière pour les aider, à aider autrui à comprendre ce qu'il faut, comment participer
de manière efficace à de telles audiences en ligne. 5 objectifs: améliorer les connaissances, comment se préparer à de telles audiences, les orienter vers des agences de conseil, des ressources en ligne. Deuxièmement, améliorer la manière dont les gens comprennent la procédure en ligne, donc aider en fait les gens à comprendre les procédures devant les tribunaux, sans parler de procédures en ligne, les aider les justiciables à naviguer les différentes géographies, l'architecture de l'espace en ligne, pas facile à naviguer, et puis aussi on ressent de manière différente le temps lorsqu'on est dans l'espace virtuel, l'aspect temporel joue un rôle, et puis donner quand même l'impression que l'on fait un voyage, on se déplace pour aller vers cet espace civique, tout en assurant la promotion de la dignité, du sérieux dans ces procédures virtuelles. Donc aider les personnes concernées à se présenter au mieux lors de ces audiences virtuelles. Quelques éléments de contexte pour ce qui est de la recherche qui sous-tend ce processus. Tout au long du processus, nous avons adapté, fait de la recherche et des essais aménagés. Donc, les différentes composantes, une étape initiale, passer en revue les exemples actuels, les bonnes pratiques actuelles pour qu'il n'y ait pas de doublons. On va refaire ce qui avait déjà été fait, des consultations de grande portée avec de nombreux acteurs, de nombreuses contributions, les différentes juridictions, juges, greffes, différents services de conseil ont été consultés. Puis, nous avons lancé une enquête nationale auprès du personnel des tribunaux, soutien technique, avocats, traducteurs. Plus de 500 réponses ont été reçues. Donc, vous savez, c'est quand même un échantillon considérable. Sur la base de ces informations, nous avons mis au point un film pilote, en admettant que voilà, ce serait un essai. Ce n'était qu'un essai. Et à ce stade, la conception c'est la première phase d'essai, de test. Nous avons organisé 24 groupes consultés, composés de 148 personnes, 3 catégories: personnel technique, professionnel, interprète, huissier de justice, greffier, les personnes impliquées à titre professionnel, ça c'était un groupe. Ensuite les justiciables ordinaires, et puis troisième catégorie, les personnes défavorisées, un tiers de cet échantillon. Encore une fois, 24 groupes de personnes consultées. Nous avons ensuite lancé une deuxième enquête nationale. Nous avons produit de nouvelles moutures de ces films, suivies de consultations, deuxième cycle de consultation, et enfin production de la version ultime des films. Nous avons produit 5 films de 15 minutes chacun, disponibles assortis de sous-titres en 6 langues, communément parlées au Royaume-Uni, au Pays de Galles. Une version de chaque film est disponible en langue des signes britannique, c'est une première. Ensuite, nous avons diffusé ces films sur la chaîne YouTube de nos juridictions, plus de 20 000 vues. Et en fait, les magistrats nous ont offert un soutien considérable et renvoient à ces films dans toute la correspondance envoyée aux justiciables. Et nous avons offert au service de ces juridictions toute une boîte à outils avec des explications, pourquoi est-ce que nous avions choisi tel terme plutôt qu'un autre, toutes les décisions que nous avons prises sur la base des consultations. Alors, c'est une immense réussite. Nous sommes vus décerner un prix. Malheureusement, le vice-chancelier a octroyé le prix à une équipe de médecins qui avait mis au point un vaccin contre la Covid. On s'est dit, ça c'est vraiment injuste. Nous aurions mérité ce prix. Mais enfin bon, ça fut quand même un succès. Cette recherche a donné de bons résultats, mais nous avons aussi des difficultés.
et aussi la manière dont les tribunaux tiennent compte des besoins des personnes qui sont défavorisées sur le plan numérique. Nous aimerions partager avec vous donc quelques leçons que nous avons pu tirer. D'abord, le contexte. Sur la base de la recherche dans le domaine des sciences sociales, ce désavantage numérique converge avec d'autres formes de désavantage des personnes n'ayant pas de diplôme, de milieux socio-économiques défavorisés, des personnes âgées qui vivent dans le dénuement. Donc, une convergence de ces désavantages. Et la recherche illustre plusieurs problèmes associés, le fait de ne pas avoir le matériel nécessaire, la connexion, la largeur de bande nécessaire, ou des personnes qui sont SDF ou risquent d'être expulsées, donc ne peuvent pas même payer l'accès à Internet, où l'on pense la confiance nécessaire. Et il faut avoir une notion de ce désavantage à l'aune ou selon les spécificités du domaine juridique. Il y a des déserts où on ne peut pas rencontrer qui que ce soit, un juriste en personne, obtenir des conseils en personne, et ces personnes auront moins tendance à passer beaucoup de temps à effectuer des recherches approfondies. Et puis, il y a des avantages liés à leur situation plus globale. Tous ces facteurs convergent. Cela peut créer beaucoup de stress, une grande angoisse selon aussi les enjeux, et cela a un impact sur l'attitude à participer. En d'autres termes, être confronté à un juge en ligne, c'est pas du tout la même chose que de devoir écrire à Amazon parce qu'on n'a pas reçu sa commande. Donc nous voulions vraiment nous attaquer à ce désavantage et examiner comment est-ce que les services publics interagissent avec ces personnes défavorisées. Nous avons vu qu'il y avait en fait un certain nombre d'enquêtes numériques en vue de consulter ces personnes n'ayant souvent pas accès à Internet. Donc manifestement c'est un problème, et comme le taux de réponse était très faible, ensuite des enquêtes sur papier ont été effectuées, mais là aussi, ce n'était guère efficace, c'était problématique. Les services publics ont aussi recours à des panels qui effectuent une étude de marché. Ça, c'est une possibilité, mais ces personnes défavorisées qui souvent vivent dans la misère, dont la vie est chaotique, ça ne peut pas forcément compter sur elles pour participer à de tels panels, faute de temps, de disponibilité. Et puis, on s'est intéressé aussi à ces normes qui régissent ces groupes consultés, ces études. Il y a certains principes bien ancrés, et on s'est rendu compte que ça ne peut pas s'appliquer alors qu'on essaye d'impliquer des personnes sans domicile, dont la vie est chaotique, qui pourraient être toxicomanes, alcooliques, qui étaient en état d'ébriété lorsqu'ils participaient à ces études, et donc on s'est rendu compte qu'il faut revoir les règles en la matière. Et les personnes les plus défavorisées, on s'est rendu compte, ne sont pas forcément des non-initiés. Souvent, ils peuvent avoir une réelle expertise concernant le système juridique parce qu'ils ont par exemple eu des contacts avec le système de justice pénale. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ne connaissaient rien à la justice. Et on s'est rendu compte que lorsque les juges nous parlaient de la manière dont ils souhaitaient expliquer les procédures, les termes employés par les juges, nous avons pu les convaincre de ne pas s'exprimer de façon trop formelle, trop compliquée dans ces films. Grâce à ces avis exprimés lors de ces études, on essaye de mettre au point
des films adaptés aux personnes défavorisées, il faut être quand même suffisamment précis pour être utile tout en tenant compte du fait que les plateformes, les justiciables, les coutumes sont très diverses. Il faut que le film soit suffisamment court. On peut avoir des personnes qui ne peuvent pas y consacrer énormément d'attention, tout en donnant des informations quand même concrètes et suffisamment approfondies, s'exprimer de manière simple mais sans donner de leçons. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que les personnes impliquées, les personnes défavorisées, étaient vraiment heurtées par tout langage qui paraissait trop altier, trop arrogant. Et on veut bien sûr soulager, atténuer l'angoisse, le stress, tout en encourageant ces personnes à prendre ces audiences au sérieux. Donc c'était un équilibre difficile à ménager. Et dans cette dernière partie, nous aimerions vous livrer les enseignements de ce processus de recherche, de conception. Alors, la première chose, la première leçon, ce qu'on en retire, c'est l'importance de l'empathie. Le fait qu'il faut essayer de se mettre à leur place, être bien conscient du soutien qui leur est accessible ou pas, et se montrer sensible. On se rend compte que ces personnes n'ont pas forcément accès à un espace tranquille où ils peuvent se préparer en toute quiétude. Donc déjà tenir compte de ces caractéristiques et puis s'imaginer en fait le voyage, l'expérience de ces personnes. Une personne a dit, alors pendant une minute, on était en train de préparer des crêpes pour mon enfant, son petit déjeuner, les préparer pour l'école et puis à l'instant suivant, je me retrouvais en pleine audience et j'étais en train de me battre pour obtenir mon indemnité de licenciement. Donc ça montre bien le contexte et on essaie de montrer aux gens qu'il faut la préparation, ça fait partie de la procédure, faire des essais, est-ce qu'on sait utiliser le logiciel, remplir les formulaires, veiller à ce que la pièce soit tranquille, avoir les bonnes coordonnées, les bons contacts à disposition, être vraiment prêt pour participer à l'audience. Et puis on s'est rendu compte que les termes étaient contestés. Alors on sait bien que les termes juridiques, le jargon est déjà compliqué. On essayait de s'exprimer de la manière la plus simple possible, mais les juges faisaient pression pour qu'on emploie quand même des termes juridiques. Et ma foi, il fallait vraiment qu'on joue le rôle d'intermédiaire pour convaincre les juges. Non, mais ça, ce n'est pas parfaitement adapté à ces utilisateurs. Puis la diversité, on voulait que ceux qui visualisent ces séquences, ces petits films puissent s'identifier, des personnes de différentes origines ethniques, des femmes, des hommes. On pensait avoir trouvé un parfait équilibre. Mais certains nous ont dit, mais il n'y a pas de personnes chauves, il n'y a pas de personnes qui portent des tatouages, en fait. Donc, en fait, c'était une vision de la diversité qui était défaillante quand même, un peu typique de la bourgeoisie. Puis, le caractère accessible, il faut que ce soit pris en compte dès la conception, mais on met beaucoup l'accent sur le caractère accessible. Mais j'aimerais vous donner 3 exemples. Évidemment, la langue des signes que j'ai mentionnée, langue des signes britannique, puis la première image. On a testé aussi ces films en fonction de la luminosité, en fonction de du fait est-ce qu'on perçoit ou non les couleurs, et puis nous avons inclus ces sous-titres en 6 langues. C'est très important pour l'accès. Autre aspect, la participation. Je voulais absolument que chacun soit informé de ses droits procéduraux. J'ai assisté à de nombreuses audiences et je me suis rendu compte que, en fait, il n'y a quasi personne qui s'exprime lors de l'audience, à moins qu'on s'adresse directement à eux. Et je pense que c'est important que chacun se sente libre de contester quelque chose d'inexact ou de vraiment s'exprimer librement. Donc, à plusieurs reprises pendant le film, on rappelle aux personnes concernées qui doivent se sentir libres de lever la main, de réagir, ne pas hésiter
à intervenir. Et puis, la personnalisation de juridictions, tout un large éventail de juridictions différentes, les audiences varient en conséquence, donc il faut veiller à ce que chaque personne ait des attentes appropriées. Il fallait vraiment adapter chaque film à chaque juridiction, tant les disparités sont grandes. Et enfin, voilà où vous pourriez trouver plus d'informations. En fait, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site internet et à nous donner vos réactions parce que nous essayons constamment d'améliorer ces choses. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour cette présentation extrêmement intéressante qui nous donne beaucoup à réfléchir sur ces audiences virtuelles, comment elles se tiennent, comment elles doivent se tenir. Donc ce que vous venez de décrire, c'est le présent. Mais qu'est-ce que l'avenir potentiel des audiences en ligne? Avant de donner la parole à Volker, on va voir une brève vidéo. Je demande aux techniciens de bien vouloir lancer la vidéo, s'il vous plaît. We seem to be having a little trouble. Alors, il y a un léger problème de son. Merci de nous donner quelques instants.
So the video you just... Il y a un écho. Je m'entends à plusieurs reprises. Cette vidéo émane d'un projet auquel travaillent mes deux voisins depuis un certain temps déjà. Je vais donner la parole à Volker qui va expliquer exactement de quoi il retourne et comment ils ont créé cette vidéo. Je vous en prie. Bonjour, merci de me présenter. J'aimerais dire quelques mots au sujet de l'aspect technique de ce que vous venez de dire. Peut-être que c'est un peu confus pour vous, sans doute, parce que la vidéo, sur le plan technique, là, ça n'était pas très réussi, mais pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit d'améliorer les visioconférences pour une audience en particulier. D'abord, j'aimerais dire que je suis autrichien. Fraunhofer, c'est une organisation pour les sciences appliquées. Fraunhofer Institute, assez grand en Allemagne, mais il existe aussi à Graz en Autriche, Belleville. Nous sommes un grand groupe. Sur le visual computing, c'est là que je travaille, mais il y a un autre groupe sur l'intelligence artificielle. Donc, computation et intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est à Klagenfurt. Les visioconférences. C'est un peu étrange parce qu'on regarde une caméra et on essaie d'être partie prenante dans une conversation, alors que dans une vraie conversation, quand j'ai un interlocuteur ou une interlocutrice, je le regarde dans les yeux, je la regarde dans les yeux et la personne sait qu'il y a contact. Et c'est à moi de parler. On parle de moi, selon le cas. Ça, c'est très dur à répliquer de manière numérique. On a différentes idées quant à comment intégrer la visioconférence. Le mode Together de Microsoft, par exemple, qui donne l'impression d'être dans la même salle. Mais on est toujours en train de regarder dans une caméra, donc il n'y a pas de vrai contact oculaire. Une autre possibilité, c'est la réalité virtuelle, intéressante aussi, mais très étrange. On a l'impression que c'est quelque chose pour enfants, que c'est un dessin animé, une bande dessinée. Alors, est-ce que c'est la bonne voie à suivre pour une audience sérieuse devant un tribunal? D'où notre idée, qui est une simulation de salle d'audience avec des personnages qui sont aussi des simulations. On regarde dans la salle. Voici ce qu'on a quand les personnes vous regardent. Elles regardent dans la caméra. Quand elles se regardent, cela veut dire qu'elles se parlent. Donc c'est ce que ces deux images simulent. Vous parlez, elles vous regardent, elles parlent, elles se regardent. On a essayé avec différents personnages qui ressemblent vraiment à des personnages tirés de BD. Mais bien entendu, plus réaliste, c'est plus intéressant. Mais la question se pose. A-t-on vraiment besoin de personnages qui nous ressemblent ou qui ressemblent aux personnes qui participent? Ou est-ce qu'on peut utiliser un juge généralisé, par exemple? Donc, prendre quelqu'un qui ne ressemble pas à une personne, mais juste prendre la robe du juge. Ou peut-on éviter des préjugés, par exemple? Éviter des préjugés raciaux en choisissant des avatars qui soient jaunes comme les Simpsons, en choisissant un personnage qui ne ressemble justement pas à un être humain. Nous, la question que nous posons. On peut aussi essayer différents types de salles, différents types de tribunal. On peut choisir la salle d'audience. On a ici une petite salle, une autre, plus grande. Vous les voyez à gauche et à droite. Il y a une autre chose que nous souhaitions faire. Simuler à quoi cela ressemble quand je parle. Mon visage, mais aussi mon corps. Là, c'est le visage, mais on peut passer au corps. Par exemple, ici, vous voyez cette vidéo. C'est moi, je parle. Alors, ça n'est pas très grand, soit. Mais vous voyez que le personnage bouge et parle comme moi. Ça, c'est pas une imitation parfaite, mais cela simule le visage de la personne qui parle. Et si je regarde une personne, évidemment, je tourne ma tête dans son sens, vers elle ou vers lui. Et la simulation fait de même. Donc ça, vous le voyez.
Nous avons des plans pour l'avenir. Nous voulons intégrer autre chose, les gestes. Donc au départ, un geste simple, lever la main. Donc si je lève la main, le caractère qui me représente lève aussi la main. Ce serait intéressant d'avoir cela. Plus intéressant encore, si on peut voir tout le corps, pour savoir comment la personne bouge vraiment. Donc une simulation des mouvements dans la version avatar. Nous aimerions aussi pouvoir manipuler ou modifier l'environnement lui-même. Ce serait intéressant, par exemple, de scanner une vraie salle d'audience. Et puis nous aimerions aussi expérimenter sur l'aspect des personnages. Est-ce qu'il faudrait vraiment avoir une texture de peau, par exemple? Est-ce que ça devrait être moi, mon visage? Parce que le problème, si on essaie d'être trop réaliste, il y a ce qu'on appelle Uncanny Valley, où on est dans une situation où tout est étrange. On sait qu'il y a un problème, tout simplement parce que l'œil humain essaye de faire de la reconnaissance faciale. Ça marche très bien chez l'humain, et quand quelque chose est mal recopié, s'il manque un certain niveau de détail, eh bien le cerveau humain se dit ça n'est pas normal, il y a un problème. Voilà pour ce qui est de l'aspect technique. Mais j'aimerais donner la parole à David pour la suite. Okay. Bonjour à tous. Je vous parlerai en anglais, naturellement, mais avant que je commence, je voudrais remercier les organisateurs de cette colloque, y compris les EADG à Paris, merci Valérie, le laboratoire Cyberjustice à Montréal, Nicolas et Hannes, l'équipe du Conseil de l'Europe et surtout l'équipe invisible, les interprètes. Merci à tous. Okay. D'accord. Ce dont je vais vous parler est vraiment différent de ce dont parlaient les autres, c'est-à-dire la dématérialisation. Nous, au contraire, nous voulons parler de la rematérialisation, rematérialiser, redonner, recréer un nouvel environnement avec de nouvelles images et aussi créer de nouvelles expériences. Ce qui remet entièrement en question les formes de symbolisme. Quel symbolisme veut-on pour nous représenter? Je vais commencer par parler de toutes les leçons tirées de la pandémie de Covid, avant de vous dire vers où nous voulons aller. Avant la pandémie, on voyait des individus. Ils étaient dans une galerie Zoom, dans des petites cases, comme Volcker le disait. Ils regardaient devant eux. Mais avec la pandémie, nous avons reconnu le fait que peut-être qu'on pouvait se passer parfois d'une salle d'audience, que peut-être c'était possible de procéder à une audience sans salle d'audience physique. Pour un grand nombre de juridictions, cela a amélioré l'accès à diverses catégories de personnes. Alors peut-être pas les plus désavantagées comme Linda l'a expliqué, mais pour un grand nombre de personnes, cela a été une amélioration en termes d'accès, mais aussi une amélioration en termes de coûts pour les tribunaux. Quant à moi, je suis sociologue. Donc ce sont plutôt des questions philosophiques, c'est-à-dire la légitimité par exemple qui m'intéresse, ou l'égalité des armes, l'équité. Alors, comment nous assurer de non pas juste maintenir l'équité en statu quo, mais l'améliorer, et la technologie peut-elle nous y aider? La première chose que je tiens à dire, c'est que la représentation n'est pas unique. Il y a tout un éventail de représentations. Les juges, par exemple, ils ne sont pas là en leur nom propre. Ils représentent la République, ou l'État, ou la couronne.
ils ne sont pas en leur nom propre, ils sont représentants. L'avocat n'est pas non plus là pour montrer... Est-ce que tout le monde m'entend? Non, oui, ce n'est pas le problème, c'est juste que les caméras sont braquées sur moi et non pas sur vous en tant qu'orateur. C'était la seule chose. Les avocats ne sont pas là pour faire des effets de manche non plus, ils sont là pour défendre leurs clients. De même pour le procureur qui représente l'État, le peuple, etc. Donc, toutes ces parties sont des représentants. Quand on regarde la salle d'audience elle-même, eh bien elle est remplie de représentants. Et c'est bien ça le défi. Linda a parlé de la géographie de la salle d'audience. Elle a d'ailleurs écrit beaucoup de choses extrêmement intéressantes à ce sujet. Un élément clé est de savoir si c'est une procédure contradictoire. En opposant les deux parties physiquement, c'est bien fait. En France, en Australie, c'est très mal fait. Ils sont mis ensemble, on dirait carrément que c'est une conspiration. Le juge, avec son entrée séparée, isolé des autres parties, cela indique son indépendance. C'est aussi une façon de mettre en avant l'indépendance. Et Linda a participé aussi aux travaux faits en Grande-Bretagne où mettons l'accusé. Il n'y a qu'une poignée de juridictions qui considèrent que les droits de l'homme s'appliquent aussi à l'endroit où on met l'accusé, à côté de son défendeur. En Californie, par exemple, on risque d'arriver en chaîne aux pieds, et on est au sol. Pays de Galles, France, gage de verre. Il y a 2 fois plus de risques d'être considéré coupable si on est confiné d'une manière ou d'une autre, que ce soit une cage en verre ou que ce soit menottes aux mains. Mais la plupart des juridictions ignorent ce fait qui est celui de l'égalité et disent sécurité avant égalité. Mais si on fait les choses dans la réalité virtuelle, eh bien mettons l'accent justement sur l'égalité. Le défi pour les tribunaux virtuels, c'est de représenter tant les participants, le peuple, que les espaces. Alors, la représentation, tout d'abord, des individus, des participants. Alors, la manière standard, ce sont ces boîtes que vous voyez, de l'écran Zoom. Tout le monde regarde devant lui ou devant elle. Là, c'est un tribunal de Floride. Vous voyez le juge, c'est celui qui a le drapeau. Il y a un avocat, avec les cheveux longs. Et il y a une personne qui déjà, ça lui porte préjudice, est vêtue dans sa tenue, on voit que c'est dans une prison. Son nom, le nom de la partie qui porte plainte apparente, donc là aussi la vie privée est violée pour ainsi dire. En bas à droite, on a un témoin qui lui est dans sa voiture quand il témoigne. Et c'est un policier. Et le journaliste, tout en haut à gauche, c'est la personne la plus importante, si vous me demandez, c'est lui qui m'a donné ces images. Voilà ce à quoi on s'est habitué pendant la pandémie. Et voici une nouvelle approche proposée, préconisée, développée par le Fraunhofer Institute. Nous avons filmé des personnes dans des salles avec écran vert et en post-production, on les a mis dans un environnement virtuel pour les mettre dans une salle. Alors pour le moment, ce n'est pas une vraie salle, mais on peut aussi faire ça en live. En tout cas, c'est plutôt réaliste. Troisième méthode, et c'est celle avec laquelle on a préparé la vidéo, l'utilisation des avatars. Mais cela soulève une question. Qui choisit l'avatar ? Comment est-il choisi? Et c'est l'idée de la vidéo sur les règles pour choisir les avatars. Il y a beaucoup à dire pour un avatar neutre. Les juges, dans certains pays, en tout cas c'est l'Australie, ont une robe et ont une perruque. Cela donne l'impression qu'ils sont plus importants. Bon, les femmes, elles ont des beaux cheveux, est-ce qu'elles ont besoin d'une perruque? Mais en tout cas, l'idée des perruques et des robes, ça couvre la personnalité. Cela veut dire, je suis neutre, j'agis au nom de l'État.
Donc il y a un argument de neutralité ici. L'un des étudiants en droit de Montréal nous a dit lorsqu'on en parlait, moi je veux être juge grâce à la qualité de mes arguments et pas grâce à mon apparence. Très bon argument. Mais qu'est-ce qu'on fait des témoins? Qu'est-ce qu'on fait de l'accusation? Qu'est-ce qu'on fait de la défense? Quel choix ont-ils de choisir leur avatar? C'est le cas dans la vidéo qu'on a produite où il y a justement un dilemme quant à l'avatar que choisit pour elle la personne accusée. L'espace. Ici, il s'agit d'un espace qui est partagé. Voilà la différence entre ce tribunal dans le métaverse par rapport à la galerie Zoom. Dans la galerie Zoom, on a une fragmentation des parties prenantes, alors que dans notre vision des choses, tout le monde est dans la même salle. Bien sûr, on peut utiliser un tribunal réel, faire un scan d'une salle d'audience, mais nous voulons aller au-delà de la salle d'audience traditionnelle. Plutôt prendre celle qui serait l'idéal, par exemple, pour un différend familial. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre, par exemple, une grande cuisine et prendre la table familiale au milieu de la cuisine pour essayer de régler le différend? Je crois que la tradition, l'histoire européenne pourrait éclairer cette question avec des réponses différentes. Par exemple, Saint-Louis, les origines françaises de la justice, et Louis IX. On pourrait avoir l'arbre de la justice, on pourrait avoir un environnement pacifique, un jardin rempli d'espoir, ou bien, deuxième vision, la Scandinavie, avec le cercle de pierre où, de par la tradition, les décisions ont été rendues, chacun derrière sa pierre. Alors, à moins de vraiment vouloir une salle, il n'y a pas besoin d'avoir une salle d'audience, tout est possible, l'arbre, la pierre. Donc voilà, c'est un choix de représentation, un faisceau de choix et de représentation, parce qu'on a le choix. Et j'aimerais encourager toute personne qui souhaite travailler avec nous de participer au processus, de tester et d'apprendre en faisant. Donc si cela vous intéresse, si vous souhaitez travailler avec nous, l'une des choses que nous sommes en train de faire avec nos collègues de la France, c'est nous avons un tour de recherche exécutif fin d'année prochaine, au mois d'octobre, aux Pays-Bas. Et puis après, en France. Pourquoi les Pays-Bas? Parce que le système et la présentation sont l'un des plus démocratiques de l'Europe. Dans le monde occidental, c'est en plus l'un des pays avec les taux de criminalité les plus faibles, un système de justice vraiment très humain, et il y a beaucoup vraiment à dire en sa faveur. Voilà, merci. Merci beaucoup. Bien, comme vous le voyez, chacun s'est tenu au temps de parole imputé de sorte à ce qu'il ait suffisamment de temps pour la discussion, et je vous en remercie chaleureusement. À présent, le temps est venu des questions. Vous avez le choix entre l'anglais et le français, n'hésitez pas. Les interprètes interpréteront avec plaisir vos questions. Avez-vous des questions, commentaires pour nos panélistes? Je vous en prie, monsieur. C'était extrêmement intéressant. J'ai une question au sujet des avatars. En utilisant des avatars, on a beaucoup de flexibilité puisqu'on a le choix. Est-ce que ça ne va pas ajouter des problèmes? Je pense que c'est une question sous-jacente à votre vidéo. Est-ce qu'il y a des risques spécifiques liés au choix de l'avatar et comment faire pour limiter ces risques? Par exemple, imposer un avatar quasi réaliste, ressemblant ou très proche de la réalité. Première question. Et deuxième question, vous utilisez un moteur, un Unreal Engine. Est-ce qu'il y a des problèmes concernant l'usage de ce moteur? Est-ce qu'il y a une nouvelle version? Non. Il y a une version 5.0. C'est-à-dire que, d'après moi, la prochaine version va pouvoir rendre possible un avatar des plus réalistes. Alors, quelle version utilisez-vous et quelles sont les perspectives d'avenir?
Quelle est la version que vous allez présenter? La version actuelle ou la version améliorée? Merci. Merci pour cette question. Ou ces questions plurielles plutôt. Il y en avait deux. Tout d'abord, oui, il y a toujours un danger à utiliser un avatar à certaines fins. Parce qu'évidemment, on le fait dans son intérêt. On peut choisir un avatar qui donne l'impression qu'on a un petit enfant innocent. Bon, c'est un exemple un peu exagéré. On peut aussi changer son propre aspect. On peut s'améliorer pour avoir une meilleure apparence devant le juge, le procureur, pour que les autres aient une meilleure image de vous. Remplacer la personne par l'avatar. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un avatar qui se comporte aussi mal, entre guillemets, que la personne? Ou est-ce qu'il y a un risque de le voir s'améliorer? Alors, bouger comme la vraie personne, ça c'est une possibilité. On utilise l'intelligence artificielle pour répliquer le mouvement. Vous avez vu tout à l'heure mon visage, les mouvements faciaux. Ça c'est déjà fait. Utilisant un modèle qui réplique les mouvements faciaux de l'individu sur l'avatar. Bien sûr, il faut fixer des règles ou des restrictions quant à ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Bien sûr. Une question intéressante, et je l'ai posée déjà à plusieurs personnes. Est-ce qu'il est vraiment important qu'on voit tous les mouvements? Est-ce que de voir mes mouvements, ma position, le langage corporel permet de déceler si je dis oui ou non la vérité? Est-ce que c'est un facteur important de voir la personne des pieds à la tête? Ou est-ce qu'on peut se passer de voir la personne? Dans quelle mesure est-il important de voir la personne et la personne en mouvement? David, vous vouliez prendre la parole? Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, la deuxième question. Au sujet du moteur, le Unreal Engine. C'est une question très technique, mais oui, bien sûr, j'ai envie de répondre parce que c'est mon domaine, le technique. C'est la version 5.2. Les avatars sont faits avec MetaHuman, réalisé par Epic Games, la même société. À vrai dire, c'est utilisé pour les jeux vidéo, les jeux électroniques, très puissants. Ils ont vraiment augmenté ces dernières années. Technologie utilisée aussi pour d'autres applications d'ailleurs, pour les visioconférences entre autres. Très exigeant. Donc ce que vous avez vu est réalisé avec des PC de gamers. Moi j'ai un PC de bureau de très bonne qualité, très bonne carte graphique, mais c'est très exigeant. Il faut vraiment du hi-fi. Et puis c'est un défi. On essaye d'utiliser des webcams ordinaires pour suivre le visage et au moins les mains ou le torse, mais ce qu'on voudrait, c'est pouvoir utiliser une configuration normale de visioconférence. Mais il faut quand même certaines capacités dans la carte mère du PC pour y arriver. Je suis désolée, mais on va devoir prendre les autres questions aussi, mais on vous redonnera la parole. Valérie Sagan. Yes. Well, thank you very much. Merci beaucoup à l'ensemble des panélistes. J'ai deux questions pour les deux équipes, ou plutôt une question pour chacune des équipes. Linda Hanna, vous avez identifié les leçons tirées de cette expérience et de ces films. Alors ces films sont utilisés. Quel est votre feedback? Est-ce que vous avez organisé d'autres focus group? Comment évaluez-vous l'impact des films? Et puis pour Volker et David, la même question. Avez-vous pu évaluer l'impact qu'auront les différentes options d'avatar? Est-ce que vous avez testé avec des vraies personnes? Ou juste votre équipe? Merci. Première question, mesdames. Oui, ce sera très simple de répondre à votre question. Merci de nous l'avoir posée. À l'heure actuelle, on est sur YouTube, on est de plus en plus visionné et on suit de près notre score. On voit que les juges parfois sont lents à référencer nos films. Au moment où ils nous référencient, on voit qu'on a de plus en plus de vues.
Et le ministère de la Justice, à l'heure actuelle, est en train de procéder à une évaluation d'impact. Alors, il faut dire qu'ils sont très chargés à l'heure actuelle avec un programme de réorganisation, 2,4 millions de livres, mais ils sont en train d'évaluer. Donc, on attend leur évaluation, pour être précis. Il y a une chose très intéressante. Bien sûr, sur YouTube, on a beaucoup de chiffres et d'indicateurs. Et le fait qu'il y ait une page de Sa Majesté fait que nous n'avons pas accès à ces chiffres. C'est leur page. Mais ils ont demandé à avoir la main mise sur ces données. Elles sont confidentielles. Mais ce que je peux dire, c'est ce que disait Linda, c'est il y a le nombre de visualisations, le nombre de fois où c'est vu. Mais on nous a dit, si ça ne marche pas, ce sera retiré. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment un suivi. S'il est considéré que ce n'est pas à la hauteur de la norme d'une salle d'audience, ça disparaîtra de l'Internet, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Oui, c'est très important de dire aussi, en tant que chercheur, quels sont les problèmes qu'on a avec un projet de recherche. Ça permet aux autres de savoir quels peuvent être les écueils, de savoir comment faire pour que les choses se passent mieux. À vrai dire, il y a certains pans des services des tribunaux qui n'appréciaient pas ceux qui eux-mêmes font des vidéos sur les audiences. Ils avaient l'impression qu'on leur marchait sur les pieds, on était sur leur plate-bande, c'était eux les experts. On a eu des réunions très intéressantes avec eux. Ils ont procédé à un interrogatoire en règle sur la méthodologie. Anna et moi, on est ravis de parler de la méthodologie, mais on s'est trouvé dans des situations parfois un peu cocasses. Et c'est important de le reconnaître. Quand la recherche travaille avec un gouvernement, avec un département du gouvernement, c'est pas toute l'administration qui vous apprécie, pas tout le monde, mais les juges nous ont vraiment soutenus, heureusement. Ça c'était la belle partie. Merci beaucoup. La deuxième question, messieurs. Alors, pour ce qui est des différentes versions d'Avatar, on serait ravis d'avoir une nouvelle version d'Avatar. Mais à l'heure actuelle, on utilise des avatars standards. On dirait qu'ils sortent d'une rave party. On voudrait en avoir qui ressemblent un peu à des vraies personnes. Alors, comme disait Volcker, la prochaine génération aura des robes. On pourra tester la nouvelle version. Dans les tribunaux virtuels, les avatars ne représente que la moitié ou le tiers de la taille de ce qu'on aurait sur un écran Zoom. On voit surtout la salle d'audience. On a testé différentes salles pour voir quel est l'impact sur celui qui visionne. Ça aura beaucoup plus d'impact, à vrai dire, la salle aura plus d'impact que l'avatar lui-même. Merci, il nous reste à peu près 1 minute. J'ai vu une question au fond. Rapidement, merci. Oui, je vais faire de mon mieux. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Toutes et tous, c'était vraiment formidable comme présentation. C'est un travail remarquable. Et si je peux associer en une seule question les 2 projets. Quelle méthodologie avez-vous développée pour tester vos avatars en termes de changement total de paradigme avec une nouvelle génération de connaissances, mais aussi d'évaluation des faits? Je crois que c'est vraiment un changement du tout au tout. Je pourrais citer des exemples, mais en 1 minute, je n'en aurai pas le temps. Merci, je vous en prie. Messieurs d'abord. Si j'ai bien compris votre question, comment on évalue l'impact des avatars? La seule façon de le faire, c'est des essais aléatoires où on change l'environnement, on change les avatars, on change le scénario. Mais il y aura sans doute un seuil. Pendant les 10 premières minutes, il y aura un peu de flottement, les gens seront un peu confus, et ce n'est qu'à partir de là qu'ils se mettront à constater une différence. On a déjà fait 6 contrôles de la sorte avec des audiences. On a fait des contrôles aléatoires et c'est toujours très bien suivi. Si vous permettez, j'aimerais rebondir. J'adore le travail de David. C'est riche en défis et c'est fascinant. Ce que vous faites, c'est vraiment high-tech, alors que nous sommes vraiment à la base. Nous voulons juste avoir des images simples. La raison en est que les spécialistes à l'université nous ont dit qu'il fallait que ce soit simple, qu'il ne fallait pas qu'il y ait de mouvement.
On fait très attention aussi à la palette de couleurs. C'est vrai que derrière ce qu'on a fait, c'est aussi de la science, mais visant la simplicité, pour pas qu'on se sente surchargé sur le plan cognitif. Il faut un film le plus basique possible, parce que parfois on pense qu'il faut justement s'écarter de la technologie pour que ce ne soit pas trop lourd. Merci beaucoup à chacune et chacun d'entre vous. Merci pour vos présentations et merci à l'audience pour leurs questions. Je vous invite à me joindre dans mes remerciements à nos 4 panélistes. David beat me to it before, but I would. Alors, David l'a fait avant moi, mais je vous invite à remercier aussi les interprètes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les interprètes vous remercient. Nous allons avoir notre dernière pause santé de la journée, 20 minutes. Et ensuite, je vous inviterai à nous retrouver dans la première salle pour la dernière présentation animée par Valérie Sagan. On se retrouve alors.